Bien, aujourd'hui est la première vidéo spéciale du mois et cela signifie que c'est un sujet qui a été choisi par les mécènes sur Patreon. Je dois vraiment avoir fait quelque chose pour les hériter cette fois parce que leur sujet choisi est l'histoire du développement des pays français. Une fois que j'ai fait, je promets que j'essaierai de me rattraper. Mais peu importe. Vous avez demandé et donc vous recevrez. Ainsi, la marine française dans la dernière partie du XIXe siècle était un groupe assez intéressant et diversifié, pour le moins qu'on puisse dire. Ils avaient bien sûr lancé la révolution des navires de guerre blindés avec la gloire. Ils avaient ensuite pris un certain nombre de directions plutôt intéressantes en matière de conception de navires de guerre blindés, y compris en essayant de faire un navire de ligne à la manière de l'âge de la voile, mais avec du fer sous la forme de ce navire plutôt merveilleux et de sa sœur, c'est-à-dire le Solferino et le Magenta. Ils ont ensuite évolué, comme tout le monde, vers les navires de guerre blindés à batterie centrale et de là vers le navire à barbette ouverte, qui était un précurseur du pré-dreadnought. Comme vous pouvez le remarquer sur ces photos, une tendance vers la conception de navires de guerre à franc-bord incliné avait commencé à influencer la construction de navires de guerre blindés français assez tôt dans sa gestation, et cela s'exprimerait de manière assez considérable pendant une grande partie de l'ère pré-dreadnought également. L'idée de la conception à franc-bord incliné était de permettre aux navires d'être plus marins, car en rétrécissant considérablement la coque plus vous montiez, vous réduiriez en théorie la quantité de poids en haut, et donc vous pourriez construire le navire avec un franc-bord beaucoup plus élevé que vous ne pourriez le faire dans une conception plus conventionnelle à flanc plat ou évasé. Cela signifiait à son tour que vous pouviez monter les canons plus haut et bien sûr, étant montés beaucoup plus haut, ils étaient maintenus à l'écart de la mer dans des états de mer nettement plus élevés. C'était très bien, et les navires de guerre à franc-bord inclinés se sont avérés très doués pour naviguer dans des passages étroits tels que les canaux et les écluses. Cependant, ils avaient un effet secondaire plutôt malheureux, c'est que leur marge de stabilité, lorsque les navires commençaient à être inondés par des dommages de combat, était minimale à inexistante, comme cela serait confirmé plus tard dans la ligne de combat, mais c'est une histoire pour une autre fois. Donc, maintenant, vous savez brièvement ce qu'est la conception à franc-bord incliné. Regardons le début des pré-dreadnoughts français. Les derniers navires français à être construits avant le premier pré-dreadnought français étaient, du moins en termes de navires de capitale, la classe Marceau, composée logiquement du Marceau, du Magenta et du Neptune. Cependant, cette classe a commencé en 1180, et après cela, en raison d'un changement de pensée française temporairement vers la jeune école, qui était, comme cela a été discuté dans d'autres vidéos, une école de pensée qui soutenait que les sous-marins, les torpilleurs et autres navires de guerre légers tels que les croiseurs pouvaient mettre un ennemi à genoux via le commerce, les raids et les attaques éclairs. La marine française n'a en fait pas commencé à travailler sur d'autres navires de capitale pendant environ 10 ans, la classe Charles Martel ayant été annulée au milieu des années 1880 à la suite de la nouvelle administration navale avec leurs nouvelles idées. Cependant, au début des années 1890, la jeune école commençait à affaiblir son emprise sur la pensée navale française, et bien sûr, il y avait un autre éléphant plutôt grand dans la pièce, sous la forme de la loi sur la défense navale de 1889 adoptée par le Parlement britannique. Vous voyez, jusqu'à ce point, les cuirassés britanniques de divers types avaient été fabriqués en un et deux et en pièces détachées, et les conceptions étranges abondaient. Cependant, cette loi de défense particulière a plutôt retiré le tapis de ce petit paradigme des opérations en exigeant beaucoup de cuirassés. Elle a ordonné, au cours des 5 prochaines années, 8 cuirassés de première classe et 2 cuirassés de deuxième classe, principalement conçus pour des opérations dans le Pacifique, où ils étaient destinés à chasser les croiseurs blindés.
Maintenant, une classe entière de cuirassés, c'était quelque chose à quoi les Français devaient répondre, et ils devaient répondre rapidement. La classe annulée de Charles Martel a été revisitée et l'un des navires, le Brennus, nommé d'après un chef gaulois qui aurait la distinction d'être la dernière personne à saccager Rome pendant plusieurs centaines d'années, et aussi l'originateur de ces mots immortels, via victis ou malheur aux vaincus, serait redessiné en réponse à la nouvelle classe de navires de la Royal Navy qui deviendrait la classe Royal Sovereign en utilisant certains des matériaux restants de la première itération du navire, et sur la même cale, la nouvelle construction de Brennus a commencé. Ce navire serait armé d'une grande variété d'armements avec une batterie principale de 13,4 pouces ou 340 mm de canon. Cependant, il n'y en avait que 3 dans une tourelle jumelle à l'avant et une tourelle simple à l'arrière. Une batterie secondaire de 164 mm ou 6,4 pouces de canon était disposée dans une variété de casemates et de tourelles simples sur 2 niveaux différents de chaque côté du navire. Vous aviez ensuite une batterie tertiaire de 4 canons de 65 mm ou 2,6 pouces, une batterie quaternaire de 14 canons de 47 mm ou 1,9 pouces, une batterie quaternaire de 8 canons de 37 mm et 4 tubes de torpilles de 18 pouces, juste pour faire bonne mesure. L'étrave en bélier a été supprimée, l'acier a été introduit à la place du fer et de nouvelles chaudières Belleville ont également été introduites. Cela a donné au navire une vitesse de 18 nœuds avec une puissance indiquée totale de 13 900 fonctionnant sur 2 arbres et une ceinture d'armure principale peu profonde de 18 pouces d'épaisseur avec une armure de 18 pouces sur les tourelles principales également. L'un des autres problèmes avec le design de Rentrant était qu'il y avait relativement peu d'espace dans la coque pour des choses comme l'hébergement, et donc le navire a été achevé avec une superstructure massive. Cela, ainsi que diverses inefficacités dans le chantier, signifiait que le navire était, disons, un peu en surpoids lorsqu'elle est sortie pour des essais, cela en tenant compte des essais, donc elle n'est pas encore à pleine charge, le tirant d'eau était déjà plus d'un pied plus qu'il aurait dû être, ce qui, combiné à une ceinture relativement peu profonde, signifiait que la grande majorité de la protection d'armure du navire était maintenant sous l'eau. Cela ne s'est aggravé que lorsque le navire a été entièrement approvisionné et chargé pour la guerre et nécessiterait finalement une reconstruction pour l'empêcher de gagner tellement d'instabilité qu'elle pourrait simplement se renverser au hasard. Néanmoins, un semi-cuirassé pré-dreadnought rapidement redessiné et plutôt instable n'était pas exactement la meilleure réponse du monde à une marine qui produisait une flotte entière de nouveaux cuirassés, et donc les Français avaient besoin d'une réponse beaucoup plus grande et meilleure que le pauvre vieux Brennus, et donc maintenant confrontés à la possibilité très réelle que la classe Royal Sovereign permette à la marine royale de dominer la Méditerranée et complètement incontestée. Les Français ont répondu par une loi plutôt vaste et ambitieuse, le statut naval de 1890, qui appelait à un escadron de 24 cuirassés de première classe, une flotte de défense côtière de 17 cuirassés de défense côtière, et que la jeune école n'avait pas tout à fait perdu son emprise, 220 torpilleurs, ainsi qu'une flotte d'outre-mer de 34 croiseurs. Cependant, alors que le programme de la Royal Navy, à l'exception de Her Majesty's Ship Hood, qui était un retour à l'ancienne école de conception de tourelles, produirait des cuirassés de la même classe, et donc généralement de capacité uniforme, le programme français prévoyait une première tranche de 4 cuirassés à poser, mais dès le départ, ceux-ci n'allaient jamais être les mêmes avec des appels d'offres, sortant avec 4 contrats séparés pour 4 navires séparés, promis à 4 gagnants distincts. Les paramètres clés étaient le déplacement de l'armement, l'épaisseur de la ceinture d'armure et l'armure sur les tourelles principales, mais sinon tout le reste était à la discrétion des concepteurs.
Il pouvait décider quelles allaient être les dimensions globales de ses coques, quelle allait être la forme de la coque, à quoi elle allait ressembler en silhouette, où allaient être placés les canons secondaires moyens, quelle puissance et où la machinerie allait être placée, quel type de système de protection ils allaient utiliser, et garder à l'esprit que c'est juste après que les Italiens envisageaient un cuirassé complètement sans armure. Donc oui, c'était, disons, une compétition de design plutôt intéressante et cette compétition se terminerait en fait avec 5 navires plutôt que 4, juste pour vous donner une idée de la saveur de la différence entre ces 5 navires. L'un d'eux aurait une batterie secondaire en tourelle jumelle, tandis que tous les autres avaient la batterie secondaire en simple. 3 navires avaient 2 moteurs entraînant 2 arbres d'hélice, tandis que les 2 autres avaient 3 moteurs entraînant 3 arbres d'hélice. La charge pour le déplacement variait entre 11 800 et 12 200 tonnes, la longueur variait jusqu'à 10 mètres et la puissance jusqu'à 2000 chevaux. Collectivement, même les Français appelleraient ce petit lot de navires la flotte d'échantillons, ou Fleet of Samples, ou Patchwork Fleet. Ces navires seraient composés du Charles Martel qui réutilisait le nom de l'autre navire qui avait été annulé au milieu des années 1880, le Carnot, le Mécénat, le Bouvet et le Joret-Guibéry, je pense, peut-être. Au fil de l'avancement des conceptions, une grande inquiétude s'est manifestée car le déplacement semblait augmenter constamment. Avec les problèmes rencontrés par Brenner encore présents à l'esprit, l'autorisation a été donnée d'envisager le remplacement du canon de 340 mm par un nouveau canon de 305 mm. À l'époque, les Français avaient une grande variété de calibres pour leurs armes de batterie principales et ils aimaient plutôt le canon de 274 mm ou de 10,8 pouces. Le nouveau 305 mm en développement était censé pouvoir pénétrer environ la même quantité d'armure que le canon de 274 mm, mais à 2 fois la portée. Le poids du canon, de 305 mm, serait évidemment considérablement inférieur à celui d'un 340, et donc l'approbation a été donnée pour échanger l'armement principal du 340 au 305. Maintenant, si vous pensiez que l'armement principal de Brennus était éclectique, Charles Martel prend le gâteau, le biscuit et probablement le conteneur aussi. Son armement principal se composait de 2 canons simples de 305 mm, de 2 canons simples de 274 mm dans une batterie secondaire, d'une batterie tertiaire de 8 canons de 138 mm, encore en monture simple, diverses variétés de casemates et de tourelles, une batterie quaternaire de 8 canons de 65 mm tout simple, une batterie quaternaire de 12 canons de 47 mm, des canons de 47 mm, encore tous simples, et une batterie sextaire de 837 canons de millimètres, encore tout simple, plus 4 lance-torpilles, parce que bien sûr qu'elle l'avait. La vitesse était de 17 à 18 nœuds, et l'armure principale avait une épaisseur de 12 à 18 pouces, avec une centrale électrique légèrement agrandie de 13 500 chevaux vapeur, entraînant 2 arbres par rapport à Brennus. Bien que cet armement principal bizarre et éclectique puisse sembler un peu inefficace, et en effet il donnait un poids de bordée qui était presque 1 tonne de moins que celui des Royal Sovereigns, il avait un avantage en ce que les canons plus légers de 305 et 274 mm avaient un taux de tir théorique environ 2 fois supérieur à celui des canons de 13,5 pouces sur les Royal Sovereigns, ce qui signifiait qu'en théorie, vous pouviez toucher un ennemi avec plus d'obus, même si ces obus étaient peut-être un peu moins efficaces. Vous pourriez penser que 18 pouces d'armure sont une protection substantielle, surtout pour un pré-dreadnought précoce. Sur le papier, vous auriez raison, mais il y a 2 facteurs à considérer. L'un est le fait que ce n'est pas en fait le corrompu ou que vous vous attendriez à trouver sur un cuirassé dreadnought de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, ou même sur un pré-dreadnought plus tardif, c'est en fait un Le Creusot, une variante de l'acier nickel Harvey et donc sa puissance résistive globale est quelque peu inférieure à ce que nous pensons normalement en termes d'armement de cuirassé. Deuxièmement, comme mentionné avec le Brennus, la disposition de la ceinture d'armure française était généralement très peu profonde. La manière dont ces premiers pré-dreadnoughts français étaient protégés est mieux expliquée par le diagramme montré ci-dessus pour le moment, mais en effet, la protection principale de la coque du navire
était complètement séparé de la protection de la batterie principale beaucoup plus haut dans le navire, avec une ceinture supérieure relativement mince et un pont blindé qui était principalement conçu pour dévier et briser les obus entrants qui frappaient au-dessus des niveaux des magasins à munitions et des soutes à charbon, la ceinture principale étant une bande très étroite qui était juste conçue pour protéger la ligne de flottaison du navire, les soutes à charbon derrière offrant une protection supplémentaire. Alors que le Brennus avait quelque chose d'un retour à la maison, le Charles Martel y est allé à fond en partie pour donner aux batteries secondaires et tertiaires de meilleurs arcs de tir, compte tenu de leur variété de tourelles et de casemates montées tout le long des côtés. Cano était le prochain navire en ligne, et comme vous pouvez le voir, il avait une apparence complètement différente en termes de superstructure, bien que l'armement principal était à peu près le même. Cependant, il possédait également une protection d'armure légèrement meilleure avec une protection d'armure secondaire plus épaisse et légèrement plus haute et des ponts d'armure à divers endroits à travers le navire, ce qui a conduit à ce que le navire soit légèrement plus lent, à un peu plus de 17 nœuds malgré une centrale électrique légèrement plus grande. Le nombre impressionnant d'ouvertures dans la coque, également connu sous le nom de sabord, a suscité pas mal de critiques, bien qu'il ressemblait un peu à un retour à l'âge de la voile, car on pouvait facilement imaginer beaucoup de canons sortant de ce navire, comme je suis sûr que vous pouvez probablement le penser maintenant. Joe Berry a complètement fait le contraire avec une superstructure relativement minimale, cependant le navire était physiquement plus court et plus large que les deux autres demi-sœurs que nous avons examinés jusqu'à présent et était l'un des navires qui sont entrés avec des montages jumeaux pour l'armement tertiaire par opposition aux célibataires présents sur les autres navires. Il semblait également voler ses cheminées à une usine plutôt qu'aux unités quelque peu plus minces trouvées sur Cano et Charles Martel, et en conséquence semblait à nouveau tout à fait différent. Et maintenant, nous passons du moins prononçable au plus visuellement offensant, le mécénat qui semblait prendre la coque de base d'une torpille, un bélier et attacher un bloc hôtelier au sommet, ce qui a probablement donné l'un des cuirassés Dreadnought les plus terribles de tous les temps. Cependant, il a également modifié quelque peu l'armement, les canons de 65 mm présents dans les trois navires précédents étant remplacés par des armes de 100 mm ou de 3,9 pouces qui étaient destinées à compléter la batterie tertiaire de 138 mm ou de 5,5 pouces, ce qui aurait simplement pour résultat beaucoup d'éclaboussures confuses pour être parfaitement honnête dans un véritable combat. Cependant, elle introduirait la propulsion à trois arbres qui resterait une caractéristique assez constante des pré-dreadnoughts français à l'avenir, mais comme Brennus, elle serait massivement en surpoids et était généralement considérée comme un échec dans cette catégorie de 5 navires. Et enfin, nous avons le moins visuellement offensant des 5 navires, le Bouvet, qui avait toujours le gaillard d'avant, mais nettement moins de sabord, une superstructure beaucoup plus réduite, mais aussi une poupe beaucoup plus construite. Elle était équipée d'une version légèrement expérimentale du canon de 305 mm, ce qui signifie que sa puissance de feu était subtilement différente des 4 autres. Comme avec Messina, elle a remplacé les canons de 100 mm par les canons de 65 mm des 3 premiers navires. À la fin du XIXe siècle, la marine française était en fait à la pointe de la technologie de contrôle du feu, et divers télémètres et systèmes de contrôle du feu, d'une complexité surprenante, pouvaient être trouvés à bord des 5 navires à des degrés divers, comme vous pouvez le voir sur les images qui apparaissent ci-dessus. Cependant, cela a été légèrement compliqué par le fait que chaque tourelle avait son propre système de contrôle du feu, donc sur la plupart de ces navires. Cela signifiait un total de 16 sections de contrôle du feu distinctes juste pour les tourelles, puis l'armement léger anti-torpilleur était encore divisé en 5 sections globales, qui correspondaient à peu près aux sections du navire telles que la plateforme du mât de misaine, la plateforme du grand mât, le pont supérieur, le pont abri au milieu du navire et la superstructure arrière. Les progrès dans la capacité de Le Creusot à produire de l'acier blindé au nickel signifiaient également qu'au moment où vous arriviez à Bouvet, la protection de l'armure était réduite de 450 mm à 400 mm sur la base, que cela offrait exactement la même protection physique grâce aux progrès dans la fabrication de l'acier, tout en économisant évidemment une quantité significative de poids pour le déplacement.
Elle était également beaucoup plus électrifiée que les autres navires de cette collection lâche, avec un certain nombre de générateurs électriques et beaucoup d'équipements électriques installés, ainsi que d'autres changements tels que d'autres variantes comme l'épaisseur de l'armure à des endroits comme les barbettes du navire. Cela signifiait que le Bouvet a subi un certain nombre de modifications alors qu'il était encore en construction, en partie pour essayer de gagner du poids à la suite d'autres modifications qui étaient en cours, et en partie parce que diverses nouvelles idées étaient testées. En conséquence, elle ressortirait avec un niveau de stabilité relativement marginal et de flottabilité, ce qui serait prouvé plus tard lors de sa perte pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, cette cavalcade de navires plutôt intéressants et très variés n'a pas beaucoup aidé les affaires navales françaises, car au moment où, grâce à tous les retards et les luttes internes, ces navires étaient tous commissionnés et en service, ils ne devaient pas seulement s'inquiéter des souverains royaux, ils devaient aussi s'inquiéter de la classe majestueuse de 9 navires, qui est généralement considérée comme l'origine du cuirassé pré-dreadnought classique. Ainsi, la marine royale se promenait maintenant avec 7 souverains royaux, 9 majestueux, plus la variante du souverain royal, Her Majesty's Shiphood, et les Français, avaient 5 navires, plutôt hétérogènes, armés de 5 à 6 types différents de canons, dont 4 pouvaient être attendus pour tirer à portée de combat. Ainsi, malgré leur système de contrôle de tir relativement avancé, repérer la différence dans les éclaboussures de coquilles entre ces batteries principales, secondaires, tertiaires et quaternaires allait être un défi plutôt intéressant pour dire le moins. Louis-Émile Bertin, qui a été chargé d'être directeur de la construction navale à la fin des années 1890, décrirait tous ces navires comme chavaribales ou susceptibles de chavirer, ce qui n'est pas exactement une recommandation élogieuse. Cependant, pour leur taille, ils avaient une puissance de feu considérable. Ils ont introduit une nouvelle armure en acier homogène, contrairement aux précédents navires cuirassés, et ils étaient navés capables d'une vitesse assez élevée pour les navires de l'époque, du moins quand ils étaient neufs sortis du chantier naval. Cependant, ils étaient très compacts, très limités en capacité à cause de cela, et ressemblaient plus à une sorte de forteresse flottante ou de bloc hôtelier armé de nombreux types de canons différents, contrairement aux souverains royaux et majestueux qui réussissaient à ressembler à un cuirassé en mer. Et si cela semble dur, c'est l'évaluation qu'en fait la marine française elle-même. Alors que le milieu des années 1890 arrivait, la marine française a tenté de résoudre certains de ces problèmes en visant une classe de cuirassés pré-dreadnought beaucoup plus homogène. Malheureusement, à cause de diverses manigances politiques, on leur a dit qu'ils devraient concevoir une nouvelle génération de cuirassés améliorés, mais avec un déplacement moindre. Pour ce faire, ils ont d'abord envisagé de placer les 2 canons de 305 mm dans une tourelle jumelle à l'avant et les 2 canons de 274 mm dans une tourelle jumelle à l'arrière, mais heureusement des têtes plus sensées ont prévalu et les navires seraient armés de 4 canons de 305 mm ou de 12 pouces dans 2 tourelles jumelles, une à l'avant et une à l'arrière, ce qui leur donnait un aspect nettement plus conventionnel. Ils auraient cependant toujours une proue très bombée qui se penche en arrière de manière significative et, bien sûr, ils conserveraient le gaillard d'avant trouvé sur les précédents pré-dreadnoughts français dont nous avons déjà parlé. Le reste de l'armement, vous serez heureux de savoir, n'était pas aussi complexe que sur les Charles Martels avec une batterie secondaire de 10 canons simples de 138 mm ou de 5 pouces et demi, puis 8 canons simples de 100 mm similaires à ceux du Bouvet et de Messine, et ceux-ci constituaient la batterie tertiaire, suivie d'une batterie quaternaire de 20 canons simples de 47 mm. Et c'était tout, à part bien sûr 4 tubes lance-torpilles. Les 3 navires de la classe seraient Charlemagne, Saint-Louis et Gallois. Comme le montage d'une paire de tourelles jumelles lourdes aussi haut dans le navire que le permettait le franc-bord du design Tumble Home donnerait au navire des problèmes de stabilité significatifs si l'approche trouvée dans les Charles Martels était suivie ailleurs, le reste de l'armement du navire serait déplacé vers des montures en casemate ou des montures de ponte ouverte selon le calibre du canon.
Cela ne veut pas dire que les concepteurs français légèrement plus fous n'ont pas essayé de faire leur numéro. Ils l'ont fait, et un certain nombre de propositions de conception pour cette classe ont été rejetées, ce qui incluait le montage de la batterie secondaire et des tourelles, tout en déplaçant la batterie principale dans des barbettes ouvertes à nouveau pour une raison bizarre. Les 3 navires incorporeraient de nombreuses avancées trouvées à Messine, mais comme celles-ci étaient conçues dès le départ, elles étaient en fait incluses de manière beaucoup plus sensée, ce qui signifiait que les navires couraient un risque quelque peu moindre de finir dramatiquement en surpoids et de manière complètement aléatoire. Néanmoins, malgré le fait qu'ils soient une classe beaucoup plus étroitement liée, il y avait encore des différences significatives avec Saint-Louis ayant un fabricant de tourelles complètement différent avec un design de tourelles complètement différent par rapport à Charlemagne et Gallois, ce qui compliquait plutôt les problèmes de maintenance. L'armure de ceinture était une fois de plus fabriquée par les versions françaises de l'acier nickelé Harvey, mais c'était toujours une armure en acier homogène, non durcie en surface, et conservait donc son épaisseur de 400 mm ou 18 pouces. La vitesse de classe serait d'environ 17 nœuds, mais de façon typiquement française, il y avait des différences de propulsion entre les navires. Le diamètre de l'hélice était de 4 mètres sur le Charlemagne, de 4,3 mètres sur le Gallois, et de 4,3 mètres sur les hélices latérales, et de 4,1 mètres sur l'hélice centrale sur le Saint-Louis, ce qui signifiait bien sûr des caractéristiques de propulsion légèrement différentes pour chacun des navires. Les Charlemagne étaient une avancée significative sur les Charles Martel, surtout évidemment le dernier d'entre eux, le Bouvet, et se sont avérés être des bateaux d'artillerie assez stables. Cependant, ils étaient assez terribles en matière de navigation. Ce n'est pas nécessairement un défaut de conception, c'est simplement parce que les Français essayaient de mettre autant ou plus qu'ils avaient dans le Bouvet. Sur un navire plus petit, avec une augmentation du déplacement, la plupart de ces problèmes auraient probablement été résolus et les navires auraient été beaucoup plus performants en service. Néanmoins, il représentait une augmentation significative de la puissance de combat française par rapport au Bouvet, en partie à cause des diverses avancées technologiques, mais aussi parce que malgré leurs différences, ils étaient beaucoup plus proches en termes de capacité relative que n'importe lequel ou deux des Charles Martel, ce qui signifiait qu'il y avait un espoir que vous pourriez réellement les faire fonctionner comme un seul escadron unifié. Techniquement, le suivant serait le Henri IV, un cuirassé pré-dreadnought de juste moins de 9000 tonnes, bien que je dise cuirassé entre guillemets, parce que vraiment, il ne correspond pas au reste de la lignée de conception française, et il n'est armé que d'une paire de canons de 274 mm comme armement principal, ce qui le rend moins bien armé que certains croiseurs blindés, et même les pré-dreadnoughts de défense côtière allemands le surpassent largement en armement. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser ce navire de côté et le considérer comme une unité séparée à un moment donné dans le futur. Ayant reconnu leur erreur en limitant la classe Charlemagne à 11 000 tonnes environ, le prochain navire à être commandé, le cuirassé Aena, serait autorisé à avoir un déplacement accru jusqu'à 12 000 tonnes en conception normale et conçue, mais cela venait avec un certain nombre de stipulations et de conditions. La vitesse devait remonter à 18 nœuds, la portée devait être considérablement augmentée pour permettre de meilleures capacités opérationnelles, et l'armure devait être augmentée dans toutes sortes de zones, car la chose de l'armure qui avait commencé comme une tendance à Messina A et Bouvet n'était pas considérée comme particulièrement souhaitable, étant donné le léger problème des canons ennemis qui ne se soucient pas vraiment de vos contraintes de conception. Il a également été proposé de passer à la batterie secondaire de 138 mm à 164 mm, mais cela aurait été au détriment de la suppression d'un des principaux canons, ce qui aurait conduit à un arrangement de style Brenner avec 2 canons à l'avant et un à l'arrière en termes de puissance de feu. Heureusement, le concepteur M. Thibaudier a trouvé une solution assez bonne. Il utiliserait un acier d'armure de meilleure qualité pour permettre une protection similaire mais avec moins d'épaisseur, préservant ainsi le poids, et il réduirait la batterie de 138 mm de 2 canons et améliorerait la batterie secondaire restante en armes de 164 mm,
ce qui lui permettrait à son tour de conserver les deux tourelles jumelles de 305 mm ou de 12 pouces pour l'armement principal. En conséquence, l'armement total de l'INA se composerait de 4 canons de 305 mm en deux tourelles jumelles, 8 canons simples de 164 mm ou de 6 pouces et demi, 8 canons simples de 100 mm, 16 canons simples de 47 mm, et bien sûr les 4 tubes de torpilles obligatoires. Les canons principaux étaient également une version modifiée avec une chambre de tir beaucoup plus grande qui permettait l'utilisation d'une charge de canon considérablement plus puissante, ce qui donnait aux canons de 305 mm une portée et des capacités de pénétration d'armure étendues par rapport aux navires précédents, bien que la taille et le volume de la superstructure augmentaient à nouveau. Après les tentatives vaillantes de Bouvet pour la réduire, le navire était protégé par de l'acier nickel Harvey qui était maintenant cimenté et durci en surface, ce qui signifiait que l'épaisseur globale de l'armure pouvait être réduite de manière assez considérable à 320 mm à son point le plus épais, soit 12 pouces et 6 dixièmes, ce qui a évidemment permis d'économiser un poids considérable, en plus de la décision de Thébaudier d'utiliser simplement un acier de meilleure qualité en premier lieu. Dans l'ensemble, l'Internet Assigned Numbers Authority pourrait être considéré comme un véritable succès, surtout comparé à ses prédécesseurs. Il était relativement rapide, assez manœuvrable, c'était une assez bonne plateforme de tir, et la seule véritable critique à son égard était que les systèmes de contrôle de tir avaient du mal à maintenir une solution au-dessus de 16 nœuds et un peu plus, mais ce n'était pas vraiment un énorme défaut pour le navire compte tenu des nombreux et variés problèmes des designs précédents. Il y avait encore des problèmes avec l'utilisation de plusieurs types d'armes en termes de batteries primaires, secondaires et tertiaires, qui essaieraient toutes de s'engager à longue portée, et les armes étaient peut-être trop proches les unes des autres en ce qui concerne les armes secondaires et tertiaires. De plus, la tour de contrôle était considérée comme assez petite et exiguë, même si c'est de là que les navires français étaient censés être commandés, mais d'autre part, le pont était très bien agencé et a été très bien accueilli lors des opérations en temps de paix et des opérations de croisière par les différents équipages de commandement qui ont servi à bord. En somme, malgré quelques imperfections inhérentes à tout navire, l'Internet Assigned Numbers Authority était un excellent exemple de conception de pré-dreadnought français. Vint ensuite Suffren, qui était censé être une version modifiée de Internet Assigned Numbers Authority. Cependant, au fur et à mesure que les différentes demandes du Conseil de construction navale français arrivaient, il finirait par être presque entièrement un nouveau design. L'une des différences visuelles les plus notables était le fait que la batterie secondaire de canon de 164 mm était maintenant divisée en un retour à des critères de conception beaucoup plus anciens avec des tourelles individuelles et des montures de casemate disposées le long des côtés. Comme ses dimensions étaient plus grandes que celles de l'Iéna, qui à son tour était plus grande que le Charlemagne, la cale de lancement sur laquelle elle devait être construite devait d'abord être agrandie avant qu'elle ne puisse être commencée. L'armure de ceinture a également été amincie de 20 mm à 300 mm ou 11,8 pouces. Cependant, elle couvrait plus de surface à cette épaisseur que la ceinture effilée de l'Iéna. Le renflement prononcé des conceptions de navires antérieurs disparaissait également progressivement à cette époque, bien qu'il soit encore visiblement présent sur les navires de guerre français. Cela représentait un risque réduit pour la stabilité dans des conditions de combat comparé à la classe Charlemagne. Bien que sa front représentait une amélioration des capacités de combat par rapport à Iéna, dans leur propre évaluation, la marine française a vu un retour au même principe qui avait régi la flotte de Chantillon dès le début de leurs efforts pré-adrénaline, car contrairement au Charlemagne, ils se retrouvaient maintenant avec deux navires supplémentaires d'un design considérablement différent. Ils regardent également de l'autre côté de l'étang ou du canal, je devrais dire, vers les Britanniques, car pendant la même période de 1893 à 1901, la Royal Navy avait reçu 29 cuirassés de première classe, tous avec un armement uniforme de 4 canons de 12 pouces et 12 canons de 6 pouces sur les secondaires dans 5 classes différentes pendant la même période. Cependant, les efforts progressifs et dispersés de la marine française n'avaient le produit que 6 navires, dont seulement 3 étaient du même design. Ils ont donc tenté de remettre les choses sur la bonne voie avec la classe patrie.
Ceci, avec un total de 6 navires, serait la plus grande classe de cuirassés français commandée depuis la classe Flandre. De cuirassés au début de l'ère du fer et de la vapeur, ces navires représenteraient une avancée majeure dans la conception des cuirassés français, en partie parce qu'ils ont été conçus comme une seule classe censée être construite selon un seul ensemble de plans, mais aussi parce qu'ils étaient nettement plus grands et donc seraient plus capables que tous les précédents pré-dreadnoughts français qui avaient été très largement construits avec un budget limité. Avec ces navires déplaçant un peu moins de 15 000 tonnes, ils seraient donc considérés comme égaux à un certain nombre d'autres classes de pré-dreadnought alors produites au début des années 1900, et cela était principalement dû à deux facteurs. Premièrement, les lois navales de l'Allemagne commençaient à préparer la flotte allemande à l'échelle qu'elle atteindrait lors de la Première Guerre mondiale avec la flotte de haute mer, grâce à l'amiral von Tirpitz, ce qui inquiétait quelque peu énormément les Français. Et aussi, il faut le dire, grâce aux efforts d'Émile Bertard, qui avait, comme nous l'avons mentionné précédemment, finalement réussi à se faire nommer directeur de la construction navale et avait enfin réussi à soumettre les conseils navals français et à les convaincre que non, on ne pouvait pas construire de plus petits navires et compter sur l'élan pour vaincre un adversaire beaucoup plus grand et numériquement supérieur, vous deviez en réalité construire des navires à la hauteur de ceux que vos ennemis ou ennemis potentiels, devrions-nous dire, construisaient, et ainsi nous avons les patries. Après beaucoup d'allers-retours sur le plan de la conception, ces navires seraient achevés avec une vitesse maximale de 18 nœuds, grâce à 17 500 chevaux vapeur, une ceinture principale de 11 pouces d'épaisseur, soit 280 mm, encore en acier nickelé Harvey cimenté, qui était durci en surface, et la ceinture commençait à augmenter vers un système de ponts blindés et de soutien cellulaire plus reconnaissable, comme on le voit dans de nombreux autres dreadnoughts de prairie, par opposition aux conceptions françaises précédentes, un peu excentriques, de ceinture étroite à forte inclinaison. L'armement principal commençait également à se rapprocher de quelque chose de plus rationnel, avec 4 canons de 305 mm en tourelles jumelles et la batterie tertiaire de canons de 100 mm totalement supprimée en faveur d'une batterie secondaire beaucoup plus grande de canons de 164 mm, avec un total de 18 armes montées dans 6 tourelles jumelles et 6 casemates simples avec 24 canons anti-torpilleurs de 47 mm, bien que ceux-ci n'étaient certainement pas destinés à engager des navires de guerre ennemis, et une réduction des tubes de torpilles de 4 à 2. L'une des premières propositions de conception était d'équiper les tourelles jumelles de canons de 194 mm, soit un total de 12, soutenus par 10 canons à tir rapide de 100 mm non protégés, mais cela a été rejeté en faveur de la batterie uniforme de 164 mm. Les 6 navires devaient bien sûr être patrie, république, démocratie, justice, liberté et vérité. Malgré le fait qu'ils précèdent la classe invincible des croiseurs de bataille de près d'une demi-décennie, ces navires étaient tout à fait capables d'avoir des mécanismes d'entraînement et d'élévation de tourelles alimentées électriquement, sans produire un spectacle de foudre pour tout le monde dans les environs. Cependant, malgré ce début prometteur dans la construction uniforme, les changements inévitables commenceraient à se produire. L'un d'eux étant le décret selon lequel tous les canons de 47 mm montés sur la coque devaient être remplacés par des canons de 65 mm, avec 16-47 en faveur de 13-65, car on estimait que les torpilleurs devenaient légèrement trop grands et que le 47 mm ne serait pas aussi capable de les arrêter qu'on l'avait initialement considéré. Puis, bien sûr, les Britanniques ont mis leur dernière classe de cuirassés pré-dreadnought en production pour le King Edward VII, et bien que ces navires aient toujours des canons principaux de 12 pouces et une batterie secondaire de canons de 6 pouces, cette batterie était maintenant plus largement considérée comme une batterie tertiaire, car les navires comprenaient également 4 canons de 9,2 pouces ou 234 mm en tourelle, avec les canons de 6 pouces formant une bordée quelque peu plus lourde que tout le monde ne l'avait anticipé.
Les Français, qui bien sûr avaient décidé des tourelles et des casemates de 164 mm sur la base qu'ils n'avaient besoin de rien de plus grand, étaient maintenant quelque peu pris de court. Avec les deux premiers navires, il était trop tard pour faire quoi que ce soit, mais avec les quatre derniers, à commencer par la démocratie, il était possible d'apporter quelques modifications avant que le navire ne soit finalisé. En conséquence, le canon de 194 mm a été remis en considération et les canons de 164 mm montés en casemate ont été remplacés par quatre canons de 194 mm montés en casemate, tandis que les tourelles jumelles de 164 mm étaient remplacées par des tourelles simples de 194 mm, résultant en une batterie secondaire totale de 10 canons de 194 mm dans les 6 tourelles simples et 4 montages en casemate. Comme cela a globalement conduit à une légère réduction du déplacement du navire, le poids a été investi dans un blindage plus épais sur les casemates et les tourelles, reflétant le statut supérieur du canon de 194 mm. Cependant, ces changements ont retardé la construction du navire de 12 mois, ce qui signifie que bien que les navires étaient généralement considérés comme très bons, bien que quelque peu à courte portée en termes de tir en navigation et en tenue de mer, la République a été achevée en même temps que le Her Majesty's Ship Dreadnought et le dernier des navires, la Vérité, achevé presque 2 ans après cela, ce qui les a plutôt mis dans le statut d'obsolète dès le lancement, malheureusement, un fait qu'ils étaient en réalité assez capables et avaient finalement brisé la tendance française de concevoir une flotte plutôt dépareillée et patchwork. Le seul véritable inconvénient de la conception était encore une fois la marche du temps, car au moment où ils ont été achevés, la portée de combat avait maintenant augmenté, du moins selon l'estimation française, entre 6 et 8 000 mètres, alors que les deux premiers navires, avec l'armement de 164 mm, avaient été conçus pour une portée d'engagement de 2000 à 3000 mètres et la sous-classe démocrate pour 3 à 4 000 mètres de portée d'engagement, ce qui les mettrait à quelque chose d'un désavantage s'ils s'engageaient dans un combat de canon moderne. Enfin, en termes de pré-dreadnoughts français vient la classe Danton forte de 6 unités. Les Danton avaient à l'origine été envisagés dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte établi en 1900 face à l'expansion navale initiale de l'Allemagne, mais ils n'ont réellement commencé à discuter de leur construction qu'en mai 1905 et l'année suivante, le Dreadnought était en service. Cela n'a cependant pas dissuadé les Français qui ont décidé de poursuivre avec ce design de pré-dreadnought quoi qu'il arrive. Le design préparé était censé être une version améliorée de la sous-classe démocratie de la classe Patrie et conserverait donc les 4 canons de 305 mm ou 12 pouces dans 2 tourelles jumelles, une à l'avant et une à l'arrière. Cependant, la batterie secondaire de 10 canons a été améliorée à l'arme de 234 mm. C'était une augmentation même au-dessus de la sous-classe démocratie, car on estimait que la puissance de feu plus lourde serait nécessaire, surtout compte tenu du fait que la classe Lord Nelson, les derniers pré-dreadnoughts britanniques, augmentait le nombre de canons de 9,2 pouces présents sur leurs navires, et le 240 mm était une arme de 9,4 pouces qui était évidemment légèrement plus grande que les Britanniques. Ces derniers seraient répartis dans 6 tourelles jumelles pour un total de 12 canons, avec une batterie tertiaire qui revient avec 16 canons de 75 mm simple ainsi que 10 canons de 47 mm simple dans une batterie quaternaire et 2 lance-torpilles. Une première réflexion a été donnée à la possibilité de remplacer les 6 tourelles jumelles de 240 mm par 6 tourelles simples de 305 mm, ce qui leur donnerait alors un design tout en gros canon, bien que pas aussi efficace que le Her Majesty's Ship Dreadnought, le Seiner Majestat Ship Nassau ou le United States Ship South Carolina, mais cette idée a été rejetée au motif qu'il faudrait trop de temps pour construire un nouveau design de tourelle simple de 305 mm. Les navires introduiraient également des turbines à vapeur dans la flotte de navires de guerre français avec une vitesse maximale de 19 nœuds en utilisant 4 arbres, indiquant un départ de la construction à 3 arbres des précédents navires de guerre français.
L'armement principal utiliserait également un nouveau canon de 305 mm qui était amélioré par rapport à ce qui avait été utilisé sur le Patrice, et l'étrave a été changée d'un bélier à une tige droite. Ces deux changements se sont produits pendant la construction de manière typiquement française, ce qui n'a pas aidé à la durée de la construction. Des débats dans divers cercles politiques français sur le type exact d'armement que les navires devraient avoir, le type de propulsion qu'ils devraient avoir et toutes sortes d'autres facteurs dans lesquels les politiciens ne devraient probablement pas s'impliquer ont abouti à ce que les navires ne commencent réellement leur construction qu'en 1907 et 1908, ce qui signifie que les Français ne commençaient à travailler sur les pré-dreadnoughts que jusqu'à 2 ans après que le Her Majesty's Ship Dreadnought lui-même ait touché l'eau. En conséquence de la nouvelle centrale électrique, les navires auraient également 5 cheminées, et encore une fois, ces cheminées seraient en grande partie de formes et de tailles différentes et pas du tout uniformes, ce qui était un peu un retour au design français original. Les derniers dessins envoyés au chantier naval, alors que beaucoup d'entre eux étaient en cours de construction, comportaient pas moins de 500 modifications distinctes par rapport aux plans originaux qu'ils avaient reçus pour commencer le travail sur les navires. Cela signifiait que tous les constructeurs devaient pratiquement démonter et reconstruire des sections importantes de ce qu'ils avaient déjà fait, ce qui signifie que les navires étaient 40% au-dessus de leur budget estimé initial et ont pris beaucoup plus de temps à construire. L'armure a été réduite pour compenser les augmentations significatives de l'armement et une épaisseur maximale de 250 mm ou 9,8 pouces a été atteinte. Ces navires seraient lancés en 1909 et 1910 et commenceraient à entrer en service dans la marine nationale en 1911, marquant la fin de l'ère de la construction des pré-dreadnoughts français. Dans l'évaluation globale, les Danton étaient en fait un navire étonnamment réussi. Leur batterie secondaire relativement lourde signifiait qu'à des distances courtes à moyennes pour lesquelles ils étaient conçus, ils pouvaient probablement tenir tête aux premiers cuirassés Dreadnought en utilisant le taux de tir plus élevé de leur batterie secondaire pour compenser leur manque d'armement principal. Cependant, au niveau du Dreadnought et en effet de la plupart des autres marines, ils préféraient des portées d'engagement autour du moment où ils sont entrés en service. Ils seraient à un désavantage significatif puisque cela dépassait la portée effective de leur batterie secondaire. Les navires en question étant bien sûr Danton, Condorcet, Diderot, Mirabeau, Vergniaud et Voltaire. En somme, avec ce bref aperçu de la conception française des pré-dreadnoughts, bien que nombre des premiers pré-dreadnoughts français aient été à la fois horriblement compliqués et horriblement hétérogènes par rapport à leurs soi-disant sœurs et demi-sœurs et, pour être honnête, dans certains cas, horribles à regarder, la marine française a effectivement reconnu ses échecs assez rapidement et a essayé de se ressaisir en produisant des classes uniques de navires. Iéna et Suffren étaient en quelque sorte un petit pas en arrière à cet égard. Mais alors que beaucoup de ces premiers designs avaient leurs défauts et problèmes, au moment où vous arriviez à la classe Petrie et à la classe Danton, la conception française des pré-dreadnoughts avait, à un certain degré, trouvé son rythme et produit un certain nombre de designs de pré-dreadnoughts très solides et très puissants, contraints en grande partie par l'ingérence politique et une sous-estimation continue des portées de combat auxquelles les navires se battraient réellement au sein de la marine française. Cependant, comme je l'ai dit, les classes Petrie et Danton en particulier étaient de très bons navires pour ce pourquoi ils étaient conçus et étant donné qu'ils ont passé une partie significative de leur temps à affronter la marine austro-hongroise, je soupçonne qu'en cas d'engagement majeur, ils se seraient avérés être des unités de combat assez efficaces et solides. Le principal problème avec presque tous les pré-dreadnoughts français était qu'entre un système de protection sous-marine quelque peu discutable et leur conception de tumble home à des degrés divers, ils avaient une marge de stabilité assez faible en ce qui concerne les inondations sous-marines et cela serait vu avec un certain nombre de navires, y compris Danton elle-même et Bouvet, aux extrémités opposées du spectre, qui couleraient très rapidement lorsqu'ils seraient touchés par des torpilles ou des mines. Et voilà qui conclut un bref aperçu de la conception des pré-dreadnoughts français. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et je vous retrouverai dans une autre vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.
Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.